La Place à Madrid et Barcelone. La Place, la référence du conseil en gestion de patrimoine dédié aux Français expatriés depuis plus de 30 ans. La Place Iberia, parrain du dossier spécial, s'installer à Madrid. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Dans le cadre de notre dossier spécial s'installer à Madrid, zoom sur l'information des expats vivants en Espagne avec notre partenaire Le Petit Journal Espagne et mon invité du jour, Vincent Garnier. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Bonjour Vincent. Bonjour Gauthier. Si je te dis que tu as sans doute plus d'affinité à tendre ton micro qu'à ce qu'il soit dirigé vers toi, est-ce que je me trompe ? Bah non, t'as bien raison. C'est souvent moi qui pose les questions, effectivement. Eh ben aujourd'hui, on va changer un tout petit peu. Nous sommes partenaires avec Le Petit Journal partout dans le monde, mais l'Espagne est une zone très importante. Un dossier est en cours justement pour tous ceux qui veulent aller s'installer à Madrid. Mais avant d'arriver à Madrid, on commence par Lyon, Grenoble. Tu es originaire de là-bas, c'est là que tu vas faire une école de commerce à Marseille. Ton premier Erasmus, c'est Athènes. Est-ce que c'est pour toi le premier contact avec une autre culture, un autre monde ? Ah non, c'est pas le premier contact avec une autre culture parce que ma mère est anglaise, donc un autre monde, je l'ai toujours porté en moi. La différence culturelle, le regard sur l'autre, le regard sur soi-même, ça a toujours été enrichi par les origines étrangères de ma mère et les origines italiennes au second degré de mon père. Dans ma famille des mélanges culturels et des regards venus d'ailleurs. Et en effet, il y aura même mélange qui va aller au-delà puisque tu vas rencontrer ta future femme qui est espagnole et qui va d'ailleurs être importante dans ce dispositif. D'abord, on retourne à tes études, tu bosses dans l'industrie électronique, sauf qu'à 25 ans, tu fais un petit point sur ta vie, tu te dis je vais me prendre une année sabbatique, et là, tu vas partir en Amérique du Sud. J'ai l'impression, quand tu m'en as parlé, que ça a ravivé quelques excellents souvenirs chez toi. Ah bah ouais, c'était comme l'année où on prend la liberté de se balader sans avoir de compte à rendre à personne, et puis surtout en ayant le regard affûté et en découvrant des espaces et des peuples que je connaissais pas du tout. J'avais un petit peu Tintin au Tibet à l'esprit, mais 17 boules de cristal, mais des images d'Épinal, et je les ai confrontées à la réalité. Ça a été passionnant. Après cette année sabbatique, tu rentres, mais tu conserves un lien avec la Bolivie. Tu vas faire une entreprise qui va travailler avec la Bolivie. Et puis, tu vas aussi découvrir le journalisme. Tu vas faire des piges pour Le Progrès, qui est un grand journal sur la région Rhône-Alpes. Découvrir ce métier de journaliste, ça a été une vocation un peu sur le tard d'un coup ? J'étais attiré par la question de la rédaction. J'avais très envie d'écrire. Quand j'étais petit, j'avais lu Kessel aussi, et le métier de grand reporter nous a tous fait rêver, ou en tout cas moi m'a fait rêver quand j'étais petit. Donc moi j'ai fait le grand reporter dans les quartiers à Lyon, et j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens humbles qui avaient des initiatives à petite échelle, mais qui m'ont paru vraiment passionnantes. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. En 2008, ton épouse va avoir le désir de retourner dans son pays d'origine. Tout de suite, tu t'es dit, c'est OK, on y va, ou est-ce que tu as eu des doutes un peu ? En 2008, c'était encore un peu l'Eldorado, l'Espagne. Tout le monde regardait, c'est marrant, hein, comme il y a eu des hauts et des bas, mais à l'époque, on avait un regard vraiment plein de promesses par rapport à l'Espagne. Donc oui, j'avais très envie d'y aller. Je connaissais peu. J'y avais évidemment pas vécu, et j'y suis allé vraiment avec un certain enthousiasme. On est arrivé en pleine crise, donc il a fallu tout de suite mettre de l'eau dans son vin. Et puis surtout, c'est ce que je te racontais, moi, quand on a décidé de partir en Espagne, je me suis mis sur Internet pour rechercher un petit peu des infos, pour voir à quelle sauce j'allais manger. Moi, j'y allais sans carrière, sans plan professionnel. Et tout de suite, je suis tombé sur lepetitjournal.com. Et je m'étais dit, dès le début, il faudra quand même jouer sur cette valeur française qui est la mienne, cette maîtrise de la langue, tout ce bagage culturel qui pourrait être un plus sur le marché de l'emploi, parce qu'il fallait bien s'y préparer. Je suis tombé sur lepetitjournal.com, et comme je t'expliquais, à l'époque, la rédaction internationale du petitjournal.com était à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Donc ça m'a vraiment permis tout de suite de prendre bouche avec les équipes, et de mieux connaître le projet et de m'y impliquer dès mon arrivée. Alors justement, au passage, on salue Hervé, les équipes du Petit Journal International. On va parler des éditions que tu pilotes. Donc en 2009, il y a Madrid, en 2011, Barcelone. Il y a aussi Valence et Malaga, ou plus globalement l'Andalousie. L'Espagne est un lieu, un pays à forte audience pour le réseau du Petit Journal.
Oui, donc pour bien préciser, le Petit Journal.com, on est un réseau de franchisés. Moi, je suis franchisé pour les éditions de Madrid et de Barcelone. Et j'ai des homologues à Valence, effectivement, et en Andalousie, à Malaga. Des homologues avec lesquels on travaille évidemment en bonne intelligence. On a toute une série de synergies qu'on met en place, notamment rédactionnelles et journalistiques, et qui permettent de générer des audiences qui font sens, puisque l'Espagne est le pays qui génère le plus d'audience dans le réseau du Petit Journal.com, qui est un réseau global sur les 5 continents. Il s'avère qu'en Espagne, on a un grand nombre d'expatriés, on a des liens très forts avec la France. On a un pays voisin, il se passe plein de choses au niveau culturel, économique, commercial, et ça nous donne d'autant plus de raisons de revenir journalistiquement sur ces sujets-là, mais aussi d'avoir une communauté extrêmement active dans plein de domaines. Ça nous amène à faire des contenus très riches et à générer des audiences. Alors justement, qu'est-ce qui intéresse le plus les francophones vivant en Espagne ? Tu peux le voir à travers les audiences de tes articles. On sent que le réseau est important en Espagne. Ouais, il y a plusieurs portes d'entrée en fait pour capter notre lectorat, et puis on a un lectorat à mon avis qui est assez transversal et hétérogène. Il y a une porte d'entrée toujours, c'est la question très pratico-pratique, savoir quelles sont les démarches administratives à réaliser en tant qu'expatrié français en Espagne. Et ça, c'est toujours un petit peu par là qu'on prend par la main nos lecteurs qui, si on a un peu de chance, nous accompagnent sur un cheminement un petit peu plus long. Ce cheminement, il va passer notamment par l'actualité de la communauté française expat. Ça génère pas des millions de pages sur Google, savoir ce qui se passe au sein de ce petit collectif, dans ce petit village gaulois. Mais par contre, c'est vraiment notre cœur de métier. Moi, je dis, j'expliquais, je viens de la PQR, de la presse quotidienne régionale. Au Progrès à Lyon, on travaillait sur la proximité, et ici en Espagne, on continue à travailler au plus près de notre public. Et quand on va à la rencontre de nos Français expatriés, on sent qu'on a vraiment mis le doigt sur ce que nos lecteurs attendent, en faisant des portraits, en mettant en relief les actions et les initiatives des associations, des institutions, des entreprises et de l'ensemble des organismes qui font ce pays-là. Puis après, tu me demandais, je vais être obligé d'être un peu synthétique, mais voilà un sujet qui a vraiment été très récurrent ces dernières années dans nos pages, c'est la question de l'immobilier. L'Espagne est devenue un hub d'attraction immobilière, notamment pour les personnes qui souhaitent investir dans le domaine. Et donc, on a eu l'occasion de faire 1001 sujets sur cette question-là. Et l'Espagne a aussi un gros problème de logement et d'accès au logement, ce qui nous amène aussi à rebondir assez régulièrement sur la question. Alors justement, on parle des Français expatriés, des francophones globalement qui sont basés en Espagne, mais il y a aussi tous les touristes. Et là, on n'a qu'à se poser devant l'aéroport de Barcelone ou de Madrid pour voir toutes les 90 secondes un avion qui arrive chargé de touristes. Ça crée finalement des tensions au bout d'un moment. Tu le disais sur le marché du logement, presque un peu un rejet des Espagnols de autant de tourisme. L'Espagne est devenue la deuxième destination au monde en termes d'accueil de touristes étrangers derrière la France, et talonne vraiment la France de près. Donc ça pose des sujets très sérieux effectivement sur la durabilité du modèle, ou la possibilité de supporter un si grand nombre de touristes qui consomment, qui consomment de l'eau, qui consomment du logement, qui mettent en cause des infrastructures qui n'étaient pas forcément toujours prévues pour accueillir autant de monde. Ça a généré des tensions comme dans plein d'autres villes dans le monde, j'imagine, d'accès au logement. C'est criant dans les Baléares, à Barcelone, et ça commence à être de plus en plus sensible à Madrid notamment, mais dans d'autres villes aussi, Malaga notamment. Ça crée certaines tensions. Et puis après, il y a des amalgames, c'est-à-dire que il y a évidemment des personnes qui souffrent de cette situation et qui sont amenées à remettre en cause non seulement le tourisme, mais aussi la figure de l'étranger, soit-il expatrié ou immigré de façon un petit peu plus modeste, qui vient en Espagne. Et donc effectivement, il y a des tensions, oui, c'est vrai, c'est pas la seule réalité, mais il y en a, et ça demande de faire de la pédagogie. Ça demande aussi de faire de la pédagogie non seulement envers les Espagnols, mais aussi et surtout envers les personnes qui arrivent dans le pays et qui sont appelés à s'y intégrer, s'y installer et à y adopter la culture et les motivations des personnes qui les accueillent. On parlait des infrastructures. 2 fois l'année passée, j'ai eu l'occasion de me tourner vers Paul, qui était sur Valence et Barcelone au sein du Petit Journal, parce qu'il y a eu les inondations, parce qu'il y a eu la grande coupure d'électricité. Il y a des sujets quand même aujourd'hui assez importants. Sanchez fait souvent la une de l'actualité, notamment avec son positionnement anti-Trump et anti-guerre. Mais tu me disais qu'aujourd'hui, dans les journaux espagnols, c'est surtout la corruption qui est sur la table.
Ouais, c'est-à-dire que donc, on peut faire le lien voilà entre par exemple les infrastructures et leur hyper utilisation ou la tension qu'elles ont pu subir avec la Dana à Valence, l'usage qui est fait des voies de communication et notamment il y a eu un accident il y a quelques mois en Andalousie, un accident ferroviaire qui a coûté la vie à un certain nombre de personnes. Et il y a des problèmes du rail un petit peu partout en Catalogne, à Madrid, assez régulièrement, parce que ces infrastructures, elles sont vraiment mises à l'épreuve par un usage qui est en pleine explosion, notamment lié à la question touristique. Donc ça, c'est des points que les Espagnols, auxquels ils sont très sensibles et ils interrogent en tout cas et ils sollicitent le gouvernement sur ces questions-là. Et donc c'est vrai que l'image de Sanchez qu'on peut avoir depuis l'extérieur et peut-être de la France, qui est celui d'une grande figure qui se positionne sur la question du Trumpisme notamment, elle est beaucoup plus nuancée dans des questions domestiques depuis l'intérieur d'Espagne, où on vient aussi le challenger sur des sujets beaucoup plus liés à la vie courante, notamment celui des infrastructures, notamment celui de la gestion, dans le cas de Valence, des catastrophes naturelles ou la gestion des grands blackouts qu'il y a eu lorsque toute l'Espagne a été sans courant durant un certain nombre d'heures il y a quelques mois dorénavant. Et puis, pour terminer, effectivement, Sanchez est arrivé au pouvoir avec une motion de censure contre son prédécesseur qui était lié au sujet de corruption qui entachait le gouvernement du Parti populaire de droite. Et ça a permis d'accéder au pouvoir à l'époque. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, Sanchez, il a des cas de corruption qui concernent directement un certain nombre de cadres dirigeants des plus hauts cadres du Parti socialiste. Et que donc ça entache quand même beaucoup son positionnement et son arrivée et son discours d'arrivée au pouvoir, et que la société espagnole est engagée et partagée sur ces sujets-là, peut-être plus que sur les sujets de son positionnement sur des questions de politique internationale, même si quand même ça lui permet de regrouper la partie de gauche sur des positionnements communs, notamment concernant la paix en Palestine et son rejet de la guerre, notamment en Iran aussi. Et on va terminer, si tu le veux bien, en parlant de la royauté. Il y a un roi en Espagne. Dans tous les podcasts que j'ai fait à l'occasion de ce dossier spécial, on n'en a encore jamais parlé. Pourtant, c'est une figure importante pour les Espagnols. Notamment parce que le prédécesseur du roi actuel est celui qui a assuré quand même la survie du projet démocratique lors de la tentative de coup d'État qu'il y a eu en 1981. Donc c'est quelqu'un qui était extrêmement aimé par les Espagnols, dont la figure a été entachée par des cas de corruption, encore une fois, par un certain nombre de dérives dont il a été le protagoniste, qui l'a amené à passer le pouvoir à son fils, qui a vraiment œuvré pour redresser l'image de la royauté en Espagne, qui est plus ou moins arrivée. Il y a quand même, c'est une institution importante qui a un rôle avant tout de représentation de l'Espagne et notamment vers l'extérieur, mais qui marque le cap sur des grands sujets de société avec à chaque fois le positionnement du roi qui est un petit peu un curseur quand même sur ces sujets-là, mais qui est quand même remis en cause parce que la société évolue aussi, parce que le voisin français qui a décapité et guillotiné ses rois peut être un exemple pour une partie de la société espagnole aussi. Donc voilà, ça fait débat. On se retrouvera à fin d'année pour les trophées des Français en Espagne, une des fiertés du réseau du Petit Journal, puisque c'est l'occasion d'éclairer justement des francophones qui font des choses importantes. Donc on se retrouvera à cette occasion si tu le veux bien. Oui, effectivement, on va organiser ces trophées avec une cérémonie qui aura lieu en novembre à Madrid. Même si on va commencer à communiquer sur cette initiative et notamment à lancer l'appel à candidature dès la rentrée après l'été. C'est vrai que c'est une initiative qui est très gratifiante parce qu'elle nous amène à être en contact avec des personnes ni connues ni reconnues, mais qui ont des parcours particulièrement inspirants, souvent exceptionnels dans des domaines tels que l'entrepreneuriat, la culture, l'innovation, l'éducation. Pouvoir non seulement aller à leur rencontre, mais en plus les mettre en lumière, c'est très gratifiant effectivement. Je suis très impatient qu'on puisse organiser cette édition des Trophées des Français d'Espagne, parce qu'on devrait être bien entouré et parce que on va s'appuyer sur une dynamique qu'on a lancée l'an dernier avec plutôt du succès. On souhaite pouvoir rééditer l'automne prochain. Eh bien, restez à l'écoute de la radio des Français dans le monde. Quelque chose me dit que vous en entendrez parler. Vincent, merci pour ce moment
ça y est, tu peux retourner à ta place, c'est-à-dire sur l'autre chaise, sur la place de celui qui tend le micro aux autres. Merci Gauthier, écoute, pour ta bienveillance et ta proximité aussi, et puis salut à tous les auditeurs de la radio qui sont en Espagne ou qui le souhaitent s'y installer. C'est le premier pays d'écoute après la France, et ce mois-ci, on peut le dire aussi, un petit cocorico, on a atteint les 4 millions d'auditeurs cumulés, ce qui est la première fois dans l'histoire de la radio. À bientôt Vincent, salut. Merci. Vous rêvez de Madrid, du soleil de la Puerta del Sol à l'effervescence de la Gran Via. Mais attention, une expatriation réussie ne s'improvise pas. Pour tout savoir avant de poser vos valises, Français dans le monde, le média de la mobilité internationale vous propose son dossier spécial « S'installer à Madrid ». Logement, administratif, éducation ou marché du travail, nos experts décryptent pour vous toutes les subtilités de la vie madrilène. Évitez les pièges, comprenez les codes locaux et lancez votre nouvelle vie en toute sérénité. Que vous soyez solo, en famille ou entrepreneur, l'essentiel de Madrid est à portée de clic. Retrouvez tous nos podcasts experts sur ftlm.fr ou sur votre application mobile. Français dans le monde. Comprendre, s'informer, réussir son expatriation. Monentreprise.es. Bien plus qu'un comptable, un partenaire qui anticipe vos besoins avant même que vous en ayez conscience. Monentreprise.es, parrain du dossier spécial S'installer à Madrid.